Il existe des maisons où il se passe quelque chose, mais que personne ne voit, personne n'entend. Et pourtant, tout change. Cette histoire commence un soir de décembre, à quelques jours de Noël. Une femme parle calmement avec sa belle-mère, près d'un sapin illuminé. Quelques minutes plus tard, elle disparaît de tous les espaces communs de la maison. Son téléphone continue de recevoir des messages. Mais aucun ne sera jamais ouvert, comme si quelqu'un avait simplement cessé de répondre au monde. Les enfants sont là, la maison est pleine, rien ne semble anormal. Et pourtant, à partir de ce moment précis, une seule personne dans cette maison connaît la vérité. Une vérité qui ne se trouve pas dehors, pas dans la rue, pas dans une voiture abandonnée, mais derrière une porte que personne n'ose ouvrir. Et dans cette affaire, la vraie question n'est pas « où est-elle ?» La vraie question c'est « qui savait et depuis quand ?» Décembre 2023, East Liverpool, dans l'Ohio. Une petite ville tranquille, ancienne capitale de la poterie, le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où les décorations de Noël sont déjà accrochées aux fenêtres et où, en apparence, rien de grave ne devrait jamais arriver. Et pourtant, sur Shadyside Road, il y a une maison. Une famille nombreuse, banale en apparence. Christopher, 33 ans, Tiffany, 34, 3 enfants, 10, 13 et 14 ans, et la grand-mère, Kay, qui vit sous le même toit. Le genre de foyer qu'on imagine bruyant, vivant, avec les disputes d'ados, les cadeaux sous le sapin, la routine. Sauf que le 20 décembre, cette maison devient le centre d'un cauchemar. Ce matin-là, un homme pousse la porte du bureau du shérif. Il s'appelle Randy Slager, ami de la famille. Ami proche de Christopher même. Et il n'est pas venu seul, son père est avec lui. C'est son père qui l'a forcé à venir. Parce que ce que Randy lui a raconté était trop grave pour rester secret. Randy dit qu'il était là 2 jours plus tôt, le 18 décembre au soir, dans cette maison, dans le sous-sol. Et ce qu'il raconte fait froid dans le dos. Il affirme que Christopher a tiré sur sa femme Tiffany, là, dans leur propre maison, et que juste après, il lui a pointé une arme dessus et l'a forcé à l'aider à cacher le corps. Imaginez la scène une seconde. Tu es chez ton ami, et soudain, tu te retrouves témoin d'un meurtre. Tu ne peux pas partir, parce qu'il est armé, parce qu'il te menace, parce qu'il te dit « si tu parles, je tue tout le monde ». Et le pire, selon Randy, Christopher est toujours là, dans la même maison, avec ses 3 enfants et sa mère âgée. À ce moment-là, la police n'a plus le droit à l'erreur. Ce n'est pas juste une enquête, c'est une course contre la montre. Parce que s'il dit vrai, il y a potentiellement 4 personnes en danger immédiat. 18h10, le même jour, il fait déjà nuit noire dans l'Ohio. Les policiers repèrent le jeep de Christopher sur une route d'East Liverpool. Ils décident de ne surtout pas l'arrêter devant la maison. Trop risqué, trop d'otages potentiels. Il l'intercepte, il obéit. Il sort, main sur la tête, aucun geste brusque. Et là, fouille rapide. Un pistolet chargé à la ceinture, un couteau dans la poche. Exactement ce que Randy avait décrit. À ce moment précis, pour les policiers, le témoignage commence à devenir terriblement crédible. Christopher est embarqué, direction le commissariat. Pendant ce temps, une autre équipe fonce vers la maison. Ils entrent, trouvent Kay. Les 3 enfants sont là, dans le salon, vivants, physiquement indemnes. Mais l'ambiance est lourde, froide, silencieuse, le genre de silence qui te donne la chair de poule. Kay dit que son fils est parti plus tôt, que Tiffany n'est pas là, qu'elle ne sait pas où elle est. Et les enfants confirment. Ils n'ont pas vu leur mère depuis le 18 décembre au soir. 2 jours. 2 jours sans nouvelles de leur mère. Et personne ne trouve ça suffisamment bizarre pour appeler la police. Franchement, pose-toi la question. Si ta mère disparaît du jour au lendemain, tu fais quoi ?
Parce que dans quasiment toutes les affaires de true crime que j'ai racontées, ce détail revient toujours. La disparition passe d'abord pour quelque chose de banal. Un déplacement, une dispute, une pause. Et c'est exactement comme ça que les drames se cachent à la vue de tous. Les policiers ne voient rien de visible dans les pièces principales. Pas de sang, pas de lutte. Mais ils décrivent tous la même chose. Une maison qui respire le malaise. Comme si quelque chose de grave s'était passé et que les murs le savaient. Alors ils commencent à fouiller, méthodiquement, pièce par pièce. Parce que dans ce genre d'histoire, le danger n'est pas toujours là où on regarde. Il est souvent là où on n'ose pas encore descendre. Et là, évidemment, les policiers descendent là où tout aurait commencé, le sous-sol. Celui que Randy avait désigné du doigt dès le départ, celui qu'il n'arrivait même plus à regarder sans trembler. Les experts arrivent. Lampe torche, gants, appareil photo. Et très vite, quelque chose cloche. Trop propre, beaucoup trop propre. La cabine de douche est impeccable, brillante, presque neuve, alors que le reste du sous-sol est sale, poussiéreux, encombré comme dans n'importe quelle maison. Et dans le true crime, ça, c'est un énorme drapeau rouge. Parce que les scènes de crime les plus évidentes, ce sont souvent celles qu'on a essayé de faire disparaître. Ils regardent de plus près. Et là, petit détail glaçant, un trou, rond, net. Dans le panneau en plastique de la douche. Il démonte un peu, et derrière le mur, une balle, déformée, pas un doute. Quelqu'un a tiré ici. Sur le sol, sous des litres de produits ménagers, il découvre une énorme tache rouge foncée, du sang, séché, lavé, mais pas totalement effacé. Et juste à côté, des rouleaux vides de sacs poubelles noirs, des gros sacs, pas pour les ordures normales. Ce genre de sac qu'on utilise quand on veut transporter. Autre chose. À ce moment-là, pour les enquêteurs, il n'y a plus vraiment de doute. Un coup de feu a été tiré ici, et quelqu'un a passé des heures à essayer de faire disparaître les preuves. Mais Tiffany est toujours introuvable. Alors ils sortent, et ils regardent le jardin, et là, un petit cabanon. Un abri de jardin, avec un cadenas flambant neuf, nouveau cadenas sur une vieille cabane. Encore un signal d'alarme. Il coupe le verrou, entre, des outils, des trucs banals, et puis, au fond, un tapis roulé, enveloppé dans une bâche de chantier, scotché de partout. Avant même d'ouvrir, ils savent. Quand tu vois ce genre de paquet dans une enquête criminelle, tu sais, ils documentent, photos, vidéos, puis ils ouvrent 6 sacs poubelles noirs. Et, à l'intérieur, des restes humains, des morceaux de corps. À ce moment-là, l'affaire bascule définitivement dans l'horreur pure. Ce n'est plus une disparition, ce n'est plus un soupçon, c'est un homicide. Et très vite, les éléments physiques concordent, la taille, les traits, l'anatomie, tout indique qu'il s'agit de Tiffany. La confirmation viendra plus tard. Mais les policiers le savent déjà. Sur la tête, une blessure par balle, en plein visage, tir à bout portant, moins d'1 mètre. Donc non, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas c'est parti tout seul. C'est une exécution. Et comme si ce n'était pas assez, ils découvrent que le corps a été découpé. Pas avec une machine professionnelle, pas proprement, avec une simple scie à main. Imaginez une seconde la scène, dans une maison familiale, à quelques mètres des chambres des enfants, découper le corps de sa femme, avec une scie, comme dans un mauvais film d'horreur. Sauf que là, c'est réel. Tous les fragments sont récupérés, mis sous scellé, direction l'autopsie. Et quand les policiers comparent tout ça au récit de Randy, ils comprennent un truc essentiel. Tout s'est passé ici. Avant même que Randy n'ose parler, avant même qu'il ne pousse la porte du commissariat, le crime, le nettoyage, le découpage, la dissimulation, tout sous le même toit. Le soir même, Christopher est assis en salle d'interrogatoire, calme, posé, presque détaché,
Il confirme le prénom de sa femme. Il admet qu'ils allaient divorcer. Puis, il commence à raconter sa version. Selon lui, tout se serait passé le 19 décembre au soir. Et là, comme toujours dans ce genre d'affaires, la vraie question n'est pas « qu'est-ce qui s'est passé ?», mais plutôt « qu'est-ce qu'il est en train de cacher et jusqu'où il est prêt à mentir ?» Alors là, on entre dans la partie la plus classique, la plus utilisée, la plus mensongère aussi dans énormément d'affaires. La version du « elle » est partie de son plein gré. Christopher raconte tranquillement qu'ils se sont disputés dans la voiture, dans sa Jeep. Il dit que Tiffany voulait le quitter pour un autre homme, qu'elle avait une liaison, qu'elle l'aurait trahi. Déjà, petite parenthèse, dans presque toutes les affaires de féminicide, le discours commence toujours par ça. Elle me trompait, elle voulait partir, elle m'a provoqué. C'est devenu un scénario tellement fréquent que les enquêteurs le repèrent en 10 secondes. Selon lui, la dispute dégénère pendant qu'il roule. Il descend une colline, se retourne vers elle et lui dit « Je ne te conduirai pas chez ton amant !» Et là, il l'aurait forcée à sortir de la voiture, en pleine nuit, dans la neige, en plein hiver dans l'Ohio. Mais attends, ce n'est pas fini. Il repart après lui avoir pris ses clés, son portefeuille et son téléphone. Donc il la laisse seule, sans argent, sans moyen de contacter qui que ce soit, sans moyen de rentrer, par -0. Et il ose appeler ça « la laisser partir ». Franchement, pose-toi la question. Si quelqu'un te fait ça, est-ce vraiment un départ volontaire ? Il rentre tranquillement chez lui. Il dit au policier qu'il pensait qu'elle allait se débrouiller, qu'elle allait trouver quelqu'un. Et ensuite, il commence le discours qu'on connaît trop bien, la culpabilisation post-mortem. Il explique que vivre chez sa mère, c'était un plan financier, que Tiffany voulait soudainement son indépendance, qu'elle travaillait dans une usine en Pennsylvanie, qu'elle s'éloignait de la famille. En gros, il construit le portrait parfait, la femme ingrate, égoïste, qui abandonne ses enfants juste avant Noël. Sauf que les policiers savent déjà. Ils savent que Tiffany n'a plus envoyé un seul message depuis le 18 décembre. Ils savent que son téléphone est resté sur lui. Ils savent qu'elle n'est pas chez une amie. Ils savent qu'elle est dans des sacs poubelles, dans un cabanon. Et lui, pendant ce temps-là, il parle encore d'elle au présent, comme si elle était vivante, comme si elle allait revenir. C'est ça qui est le plus dérangeant. Ce calme, ce déni, cette capacité à mentir en regardant droit devant. Mais pour comprendre comment on arrive à un tel niveau d'horreur, les enquêteurs remontent 16 ans en arrière. Christopher et Tiffany se connaissent depuis l'adolescence, 18 ans tous les deux. Même métier, même formation, ils deviennent masseurs, ils ouvrent leur propre salon, Essential Needs, le couple modèle. 2 enfants en 2013. Mariage la même année. 3e bébé en route. Sur le papier, c'est la success story parfaite. Mais comme dans beaucoup de couples réels, la pression financière fait exploser les fissures. En 2021, il n'y arrive plus. Il déménage chez la mère de Christopher, officiellement pour économiser. Officieusement, parce que la relation commence à s'effondrer. Et c'est là que ça devient intéressant psychologiquement. Vivre chez sa belle-mère, à 30 ans passés, avec 3 enfants, sans intimité, sans espace, sans autonomie. Ça détruit énormément de couples. Et dans certains cas, ça ne mène pas à une séparation. Ça mène à un drame. Et là, on commence à comprendre que tout ne s'est pas joué en quelques jours. Le drame ne naît pas du jour au lendemain. Il s'installe lentement, année après année. En 2022, le père de Christopher meurt. Et d'un coup, Kay se retrouve seule à gérer la maison, la logistique, les tensions, les silences. En même temps, leur business commence à couler doucement. Le salon ne rapporte plus assez pour 5 personnes.
plus assez pour espérer un jour acheter leur propre maison. Alors Tiffany fait ce que font beaucoup de femmes dans ce genre de situation. Elle prend un deuxième boulot. Usine en Pennsylvanie, horaire lourd, fatigue constante. Et là, tout bascule. Parce que pour la première fois, elle a un revenu à elle. Pas lié à son mari, pas lié à sa belle-mère, pas lié au salon. Et psychologiquement, c'est énorme. Christopher veut continuer le plan. Rester chez maman, économiser, attendre. Tiffany, elle, commence à regarder des appartements. Elle parle de liberté, d'indépendance, de vivre seule avec les enfants. Et là, les discussions deviennent des disputes. Plus question de futur commun, juste une bataille de contrôle. À l'automne 2023, on ne parle plus de maison. On parle de séparation, de pouvoir, de droit de partir. Et ensuite, on arrive à ce fameux lundi 18 décembre, dernière fois que Kay voit Tiffany, vers 19h, près du sapin. Elle parle quelques minutes, puis Tiffany part dans la chambre. Et plus jamais personne ne la reverra vivante. Pas de bruit, pas de voiture, pas de porte claquée, rien. Le lendemain, Christopher dit « Tiffany est malade, elle se repose. Ne la dérangez pas. Et surtout, ne descendez pas au sous-sol. Et là, franchement, si ton fils te dit ça, sans que tu entendes ta belle-fille, sans que tu la vois, sans message, sans bruit, tu te poses des questions, non? Et puis, il y a ce détail glaçant, Kay le voit dans le jardin, plusieurs fois, en train de brûler des papiers dans un récipient métallique. Elle dit que ça n'arrivait jamais. Dans les affaires criminelles, la destruction de papier, c'est presque toujours des preuves, factures, messages, notes, quelque chose qu'on ne veut plus voir exister. Et Tiffany n'est jamais réapparue. Pas dans la maison, pas dehors, pas dans une voiture. Elle s'est littéralement évaporée. Quand les enquêteurs regardent le passé de Christopher, ils tombent sur autre chose. Kay explique que son fils avait déjà été suivi adolescent. Programme comportemental spécialisé, problème d'impulsivité, crise imprévisible. Même si les policiers n'ont pas retrouvé de dossier précis, Kay, elle, est formelle. Elle a toujours eu peur de lui, même adulte. Pas une peur rationnelle, une peur instinctive. La peur de quelqu'un qui vit depuis des années avec un volcan émotionnel. Les enquêteurs ne prennent pas ça comme une preuve judiciaire, mais comme un décor mental, le climat dans lequel Tiffany a vécu pendant plus de 10 ans. Alors ils s'intéressent à l'extérieur, à la seule échappatoire que Tiffany avait, son travail en Pennsylvanie, et c'est là qu'elle rencontre Jake. Au début, c'est innocent. Elle insiste pour rester discrète. Elle demande à Jake de bloquer ses réseaux sociaux. Pas de photos, pas de tags. Elle dit qu'elle est surveillée. Déjà, rien que ça, c'est inquiétant. Dans leur discussion, Tiffany décrit Christopher comme instable, émotionnellement fragile, psychologiquement lourd. Elle parle de contrôle, de dépendance, de fatigue mentale. En novembre, la barrière craque. L'amitié devient une relation amoureuse. Et Jake met des mots sur ce que Tiffany ressent. Manipulation, emprise, culpabilisation constante. Petit à petit, Tiffany se réveille. Elle commence à parler, à remettre en cause, à dire non. Et là, la situation explose. Sa fille tombe sur les messages. Le secret n'existe plus. Et comme souvent dans les couples toxiques, le déclencheur est ridicule. Un bol de soupe. Christopher critique, humilie, crie. Et Tiffany, cette fois, ne baisse plus la tête. Elle part. 5 jours chez Jake. 5 jours de respiration. 5 jours à parler d'appartement, de divorce, de nouvelle vie. Mais elle continue d'appeler ses enfants, tous les jours. Et c'est ça qui est tragique. Ce n'est pas la peur qui la fait revenir. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la dépendance. C'est sa fille. Alors Tiffany rentre, le 17 décembre. Et pendant ce temps-là,
La guerre a déjà commencé. Jake, ivre, envoie des photos à Christopher. Provocation pure, humiliation frontale. Christopher explose. Messages, appels, menaces. Jake se moque. L'appelle clown, se moque de son rôle d'homme de la maison. En retour, Christopher a menacé d'aller confronter Jake en personne et a averti qu'il utiliserait ces images devant un tribunal lors de la procédure de divorce. À ce moment-là, on n'est plus dans un triangle amoureux. On est dans une bombe émotionnelle prête à exploser, et elle explosera dans un sous-sol, quelques jours plus tard. Christopher ne se contente plus d'impliquer Tiffany. Il implique leur fils. Il lui envoie directement les photos, celles que Jake avait envoyées, des images intimes de sa propre mère. Et il dira plus tard, « Je voulais lui ouvrir les yeux. » Non, ce n'est pas ouvrir les yeux. C'est utiliser un enfant comme arme émotionnelle. Le soir même, il parle avec son autre fils. Le gamin est en colère contre sa mère. Il se sent abandonné et Christopher s'en sert. Il transforme la tristesse de son enfant en levier de pression. Il culpabilise Tiffany à travers ses propres enfants. Psychologiquement, c'est extrêmement violent. Le 17 décembre, Tiffany rentre enfin. 5 jours d'absence, 5 jours où elle a respiré, 5 jours où elle a envisagé une autre vie. Et où est-ce qu'il parle ? Dans le sous-sol, toujours ce sous-sol. Il parle de tout, argent, maison, enfants, garde partagée. Tiffany est claire, elle veut son appartement, elle veut une garde équitable, elle veut continuer à travailler, payer les dettes, rester responsable. Christopher, lui, veut contrôler la situation, thérapie, solutions alternatives, tout sauf la laisser partir vraiment. Et là, la tension monte, les voix s'élèvent, les mots dépassent la pensée, et Christopher la pousse. Il l'admettra lui-même plus tard. Il dira « Je me suis inquiété, j'ai cru qu'elle était blessée. » Mais elle lui répond qu'elle va bien. Sauf qu'à ce moment-là, quelque chose est brisé définitivement, le passage du verbal au physique. Et malgré ça, Tiffany ne recule pas. Alors il fait ce que font beaucoup d'hommes dans des situations de rupture. Il bloque matériellement. Il prend les clés, les 2 voitures, et il lui dit « Que ton amant vienne te chercher. Autrement dit, tu veux partir. D'accord, mais tu ne partiras pas facilement. C'est la dernière discussion, la dernière tentative de négociation, la dernière fois où tout aurait encore pu s'arrêter, et le lendemain, on arrive à ce fameux lundi 18 décembre. À l'extérieur, tout est normal, maison décorée, sapin de Noël, silence. À 19h, Tiffany parle quelques minutes avec Kai. Rien d'anormal, une discussion banale, comme dans des milliers de familles. Sauf que cette fois, ce sera la dernière fois qu'elle sera vue vivante. Après avoir parlé à Kay près du sapin, Tiffany part vers la chambre. Et c'est la dernière fois que quelqu'un la voit dans les parties communes. Son téléphone continue de vivre quelques minutes encore. Dernier message envoyé, 18h50. Après ça, plus rien. Plus aucune notification ouverte. Comme si, d'un coup, la vie s'était arrêtée net. Les enquêteurs considèrent cet instant comme le début du cauchemar. Plus tard dans la soirée, Tiffany descend au sous-sol. Pourquoi ? On ne le saura jamais vraiment. Peut-être pour parler calmement, peut-être pour tenter une dernière discussion. Mais ce qui est sûr, c'est que Christopher est là, avec une arme, un coup part, à bout portant, moins d'1 mètre, en plein visage. Ce n'est pas une erreur, c'est un tir intentionnel. Et à partir de là, tout ce qui suit est réfléchi. Dans la nuit, Christopher appelle Randy. « Viens, c'est urgent. » Randy arrive. La maison est silencieuse. Les enfants dorment à l'étage. La grand-mère aussi. Christopher l'emmène au sous-sol, lui montre le trou de balle, puis la photo du corps sur son téléphone. Et surtout,
Il a toujours son arme en main. Il lui dit clairement « Si tu refuses d'aider, je tue ma mère et je tue les enfants. » Randy n'a pas le choix. Aider ou mourir avec eux. Ils enveloppent le corps, bâchent, tapis. Ils remontent les escaliers, traversent la maison, chargent le tout dans un véhicule. À 3 heures du matin, pendant que tout le quartier dort, ils déposent Tiffany dans le cabanon du jardin. Et Christopher installe un cadenas neuf. Et dès ce moment-là, il commence le mensonge. Elle est partie. Elle a voulu s'en aller. La vie continue. Les enfants font leurs devoirs. Kay regarde la télé et à quelques mètres d'eux, leur mère est morte, cachée dans un abri. Le lendemain, Christopher va et vient dans le jardin, encore et encore, pendant que tout le monde pense qu'il range des affaires. Selon les enquêteurs, c'est là qu'il découpe le corps, avec une simple scie, sans équipement, sans hésitation, sacs poubelles, tapis, bâches, comme si c'était des déchets. Et le plus dérangeant, c'est ce qu'il fait ensuite. Il poste sur Facebook. Quelqu'un sait où est Jake Hill, comme s'il cherchait un rival amoureux, alors qu'il vient de tuer sa femme. Et pendant ce temps-là, il emmène ses propres enfants en voiture. Il les filme. Il leur demande de parler de leur mère, de dire ce qu'ils ressentent. Imagine le niveau de manipulation psychologique. Tu viens de tuer leur maman et tu les fais parler d'elle comme dans un vlog. C'est à ce moment-là qu'on comprend vraiment. Ce n'est pas seulement un crime, c'est une mise en scène. Les vidéos qu'il avait filmées avec ses enfants, les enquêteurs les voient comme une chose terrifiante, une façon de figer leurs émotions alors que leur mère était déjà morte. Comme s'il voulait fabriquer sa propre preuve d'innocence. Comme s'il voulait dire « Regardez, ils vont bien, donc tout va bien ». 1 an plus tard, décembre 2024, le procès commence. La défense n'essaye même pas vraiment de raconter une autre histoire. Elle attaque la procédure, les détails techniques, les fouilles, les droits. La stratégie classique quand on ne peut pas attaquer les faits. Et Christopher monte à la barre. Il nie tout. Encore, il dit qu'il ne savait rien, qu'il a découvert la mort de Tiffany en même temps que tout le monde. Mais arrive le moment fatal. Le procureur lui demande « Quand avez-vous su que le corps avait été découpé ?» Et là, il répond. Sans réfléchir, sans réaliser ce qu'il vient de dire, il admet qu'il le savait. Avant la découverte officielle, silence dans la salle. À cet instant précis, tout s'écroule. Parce que tu ne peux pas savoir ça si tu n'y as pas participé. C'est sa propre bouche qui le condamne. Le jury n'a plus aucun doute. Le juge non plus. Le 17 décembre 2024, exactement 1 an après le drame, le verdict tombe. Coupable, perpétuité, sans possibilité de sortie. Et pendant que lui entre en prison pour le reste de sa vie, Kay récupère la garde des enfants. 3 petits êtres qui devront grandir avec une vérité impossible à digérer. Leur mère a été tuée. Leur père est responsable. Et tout a commencé par une dispute, par un contrôle, par une incapacité à accepter que quelqu'un veuille simplement partir. C'est ça, le vrai message de cette affaire. Ce n'est pas une histoire de jalousie, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de possession, de domination, et de ce qui arrive quand une personne préfère détruire l'autre plutôt que de la laisser vivre sans elle. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis. Alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.